Bonjour à tous, notre invité ce matin est un Gaulois réfractaire, le secrétaire général de la CGT. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Ça vous va bien, Gaulois réfractaire? Quand on s'appelle Martinez, je ne sais pas si Gaulois, mais enfin bon, moi j'aime bien Astérix. On s'appelle bien Jacques Cuisine. Et ben voilà, on est pareil. Bien. Alors on va évidemment parler du chômage, des retraités, de l'immigration, mais on commence par la manifestation du 9 octobre, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une manifestation générale et nationale, à l'appel de la CGT et de FO, de l'UNEF aussi. J'ai vu, j'étais... Solidaire, FSU... Stop au président des riches, c'est ça le mot d'ordre? Non, c'est stop... J'ai vu ça, je dis ça parce que j'ai vu ça dans les interviews. Oui, c'est surtout stop à faire des cadeaux à ceux qui en ont beaucoup et d'enlever du pouvoir d'achat, du salaire à ceux qui n'en ont pas beaucoup. Donc c'est proposer d'autres alternatives parce qu'on peut faire autrement. Une manif pour le pouvoir d'achat. Salaire, parce que derrière le salaire, vous le savez certainement, derrière le salaire, c'est aussi les cotisations sociales. Et quand on paye des cotisations sociales, eh bien c'est bon pour la sécurité sociale, c'est bon pour les retraites, qui est une réforme qui va arriver. C'est bon pour la santé. On voit que les hôpitaux sont en détresse, j'allais dire, avec leur personnel. Donc voilà, le salaire, c'est très important. Mais j'ai envie de vous dire, encore une manifestation. C'est d'abord des mobilisations dans les entreprises, et puis pour que vous puissiez faire des images, eh ben, on fait des manifestations. Ah, c'est pour nous, c'est pour les médias. Bah, vous avez le droit d'entrer dans les entreprises quand il y a des grèves, je ne crois pas. C'est compliqué. C'est compliqué, donc il faut bien qu'on... Mais je sais que dans de nombreuses entreprises, il y aura des initiatives d'action sous diverses formes. Par exemple, vous prenez la santé, il y a tellement pénurie d'emplois que tout le personnel est réquisitionné. Et comme ils ont une conscience professionnelle, ils ne vont pas quitter leurs patients. Donc ils feront des initiatives sur leur lieu de travail. C'est intéressant parce qu'on vous sent quand même prudent quand on vous entend cette manif. Pourquoi ? Vous avez l'impression que les grandes manifs nationales, c'est plus compliqué à organiser, que les Français ont plus de mal à descendre dans la rue, que les Gaulois réfractaires restent chez eux? Non, les salariés sont en colère. Mais quand on connaît bien l'entreprise, le monde de l'entreprise, que ce soit public ou privé d'ailleurs, vous savez qu'il y a de la répression. Quand on est précaire, quand on est intérimaire, vous dire à son patron « je me mets en grève et je vais à la manif », c'est la porte... C'est plus dur aujourd'hui qu'hier ? Bien sûr, le monde du travail a explosé. Il y a plus de précarité, vous le savez bien. Il y a plus d'intérimaires, il y a des temps partiels imposés. Et donc, il y a de la répression. C'est plus dur de manifester aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 30 ans. C'est plus dur d'agir aujourd'hui parce qu'il y a de la répression. Vous savez qu'à la SNCF, qui est quand même une entreprise où les droits ne sont pas les plus faibles, eh bien, il y a une soixantaine de syndicalistes qui sont menacés de sanctions, dont la radiation, ce qui est tout à fait exceptionnel. À cause de la grève. À cause de la grève. À EDF et dans l'énergie, c'est plus de 350 militants qui sont menacés. Donc oui, il y a de la répression contre ceux qui disent on n'est pas d'accord. C'est quand même assez dommageable que dans le pays des droits de l'homme, le droit de grève soit menacé à ce point-là. Justement, je vous disais encore une grève, parce que beaucoup de Français se disent, finalement, ces semaines, ces mois de mobilisation à la SNCF, ça a servi à quoi, Philippe Martinez ? Ça a servi premièrement à ce qu'il y ait un vrai débat sur la question du service public ferroviaire, parce que sinon le gouvernement voulait faire passer son projet, que j'allais dire comme une lettre à la poste, et il n'y aurait pas eu de débat. Mais il est passé aussi comme une lettre à la poste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une modification du projet. Je ne sais pas si le Premier ministre et le Président de la République sont d'accord avec vous, mais enfin, une grève, c'est une grève... Vous n'avez pas arrêté le projet, c'est ce que je veux dire. Oui, mais enfin, il y a des problèmes qui sont posés, qui ne sont pas réglés. Donc, il y a des mobilisations qui se continuent. Le gouvernement a changé le statut de la SNCF. Il a changé le statut du personnel. Il n'y aura plus de recrutement au statut d'ici un an, écoutez, pour l'instant, c'est pas fait encore. Il y a encore un an pour agir là-dessus. Il y a la question du statut de l'entreprise, mais des questions comme ce qu'on appelle les petites lignes, qui est très péjoratif. Il y a des mobilisations pour maintenir les gares, pour maintenir les lignes. La question du fret ferroviaire. Monsieur Macron a fait un discours très écologique hier à l'ONU. Il a même eu un prix. Oui. Mais il faudrait qu'il ait des actes. Pourquoi il y a toujours de plus en plus de camions sur les routes et on ne met pas plus de marchandises dans les trains? Oui, c'est des vraies questions. Et ces questions-là, elles ne sont pas réglées. Donc la mobilisation, elle est toujours présente. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ne nous dise pas « c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, taisez-vous et continuez à la fermer, pour être poli. » Vous êtes amer du bilan, au fond, de cette grève à la SNCF? Pas du tout. D'ailleurs, les cheminots ne sont pas amers, ils sont en colère. Ils sont en colère. Ça, je peux vous dire que la colère n'est pas retombée face à un gouvernement qui refuse d'écouter. La CGT a présenté un projet. On ne le regarde même pas. Vous voyez ? C'est en gros...
j'allais dire, Jupiter qui commande et qui fait ce qu'il veut. Alors en même temps, vous avez noté que sa cote de popularité n'est pas au plus haut. Ça aussi, et je pense que tous ceux qui sont mécontents, plutôt que de râler tout seuls dans leur coin, ou le soir en écoutant les informations, devraient, en tout cas pourraient, avec les réserves que j'ai évoquées, agir ensemble, parce qu'on peut faire autrement que de perdre du pouvoir d'achat, d'être obligé de travailler plus longtemps, dans des conditions pénibles. Vous avez un objectif en termes de chiffres sur la manif du On me 9? pose toujours la question, je ne suis pas prévisionniste, hein, c'est pas la météo les manifestations. Vous êtes prudent aussi, vous l'avez dit. Hein. C'est compliqué de se mobiliser, vous l'avez dit. En tout cas, je fais beaucoup de déplacements, je vais beaucoup sur le terrain. Le mécontentement, il est là. Maintenant, il faut que ce mécontentement, il se traduise par l'action. Et je pense que c'est un appel un peu solennel aux citoyens. Si on veut changer les choses, il ne faut pas rester isolé, il ne faut pas rester tout seul dans son coin. Alors vous publiez ce matin une tribune dans le quotidien Le Monde, une tribune courageuse parce qu'elle va un peu à contre-courant. C'est pas facile de dire ce que vous dites. Vous dites notamment que l'immigration ne concurrence pas la main-d'œuvre entre guillemets locale. C'est ce que vous dites dans ce texte. Au fond, vous dites, c'est pas parce que c'est parce que les migrants sont maintenus dans une situation de précarité qu'ils subissent des conditions de travail moins favorables. C'est pas courageux, il faut dire la vérité. Il y en a assez et ça revient régulièrement. Chaque fois qu'il y a des vagues d'immigration et des crises, on les a toujours montrées du doigt depuis plus d'un siècle maintenant. Et alors, comme on parlait de nos noms à tous les deux, on a certainement en tout cas moi, ma famille a vécu ça. Ce qu'on veut dire, c'est que ces migrants, ils sont très utiles pour un certain nombre de patrons fraudeurs. C'est-à-dire qu'on les paye moins bien que les autres, ils travaillent plus que les autres, dans des conditions détestables. Et vous dites donc, du coup, il faut peut-être les régulariser, leur donner des droits pour qu'on ne puisse pas faire du dumping avec eux. C'est exactement ça. Pour un même travail, il faut qu'il y ait les mêmes droits. Et c'est comme ça qu'on évitera le dumping social. Et il y aura il y aura plus cette concurrence déloyale. Et ça, c'est ce qu'on pose dans de nombreuses luttes de travailleurs qu'on appelle sans-papiers. Ils ont des papiers, mais ils n'ont pas de papiers pour pouvoir travailler régulièrement dans notre pays. Eh bien, ils décident de ne pas se laisser faire. Et on voit des choses assez abominables. Je vous assure, à notre époque, des travailleurs qu'on fait dormir dans des bois, sur des lits de camp, voilà, c'est absolument scandaleux. Donc il faut une égalité de droits. Mais on va se parler franchement, vous savez bien que les gens qui sont en situation de précarité, de difficulté, ont l'impression, et d'ailleurs la progression des mouvements populistes et les discours populistes le prouvent, que si on accepte plus de migrants, on va dégrader la condition des travailleurs français. Vous le savez ça. Mais premièrement, on n'accueille pas plus de migrants qu'avant, il faut arrêter. C'est tant que ce discours avec un tissu de mensonges continuera être porté par beaucoup de monde. D'ailleurs, on voit quand même concrètement, alors les chiffres c'est 280 000, mais on voit des vagues de réfugiés politiques ou économiques quand même. Non, pas des vagues. Il n'y a pas plus d'immigration aujourd'hui qu'hier. Ce qui pèse, c'est que ces migrants, ils sont traités dans de mauvaises conditions. Alors je vous parle de ceux qui travaillent, mais enfin c'est absolument scandaleux de regarder des gens se noyer dans la mer, de gens sans rien faire. Enfin, c'est comme si vous passez à côté d'un accident de la route, vous regardez la couleur de la peau de celui qui est dans la voiture et s'il est noir ou de la mauvaise couleur, vous continuez votre chemin. Ça, c'est une question de fraternité, d'humanité, premièrement. Donc c'est scandaleux. Et tout l'Aquarius, on aurait dû laisser le bateau arriver à Marseille. Mais bien sûr, on ne laisse pas des gens se noyer dans la mer, des enfants, des femmes, c'est scandaleux. Et là, on voit des gouvernements européens qui se renvoient le bateau. Il va à Malte, finalement. C'est hypocrite. Mais oui, c'est hypocrite. Oui, c'est hypocrite. Quand des gens risquent de se noyer, on les accueille. Point. Et après, on regarde des solutions pour leur trouver du boulot, pour les soigner. Parce que bien souvent... Vous savez que vos adversaires disent « Oui, mais c'est un appel d'air si on fait ça ». Vous entendez ce discours? Mais non, mais on parle d'êtres humains. Non, j'entends pas ce discours. Non, mais je ne dis pas que vous le comprenez. Ce sont des êtres humains. Mais enfin, où va-t-on? Où va-t-on? Donc c'est inadmissible. Et plus il y aura de gens pour parler comme ça, plus il y aura des votes, enfin, il faut appeler un chat, des votes d'extrême droite, d'exclusion. Et donc il faut lutter contre ça. Et un syndicat, sa raison d'être, c'est de rassembler tout le monde du travail. C'est migrants. Et dans les usines, quand vous dites ça, quand vous dites il faut au contraire donner des droits aux migrants parce que c'est des droits pour vous, c'est un discours qu'on entend aujourd'hui? En tout cas, il faut le dire. Dans ce milieu ambiant qui est assez malsain,
notre responsabilité, c'est pas de fuir justement pas les fuir, c'est de porter ce discours. Parce que si on commence à dire c'est l'immigré qui me pique mon boulot ou qui me pique mon salaire, évidemment ceux qui vont planquer leurs sous, vous savez, dans les paradis fiscaux, ce qu'on appelle aujourd'hui pudiquement plus l'évasion fiscale, eux ils ont des beaux jours devant eux. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas se tromper l'ennemi. Autre sujet, ça n'a aucun rapport, mais c'est le sujet d'actualité. Je dis ça n'a aucun rapport parce que certains pourraient le faire. Ce racisme anti-blanc du rappeur Nick Conrad, puisque dans un clip de 9 minutes, il appelle à tuer des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. Il demande de pendre les blancs. J'imagine que... j'ai pas vu ce clip, mais j'en entends parler. J'en ai pas envie non plus. Tout ce qui est violence, racisme, c'est inacceptable. Voilà. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, parce que cette polémique du coup faire sortir ce débat, est-ce qu'il y a un racisme anti-blanc comme il y a aussi un racisme anti-noir? Il y a du racisme, et ça c'est pas supportable. Il y a du racisme, et tant qu'il y aura du racisme, la CGT combattra tous ceux qui portent ces idées. Et le fait que le racisme peut frapper n'importe qui? Bien sûr, mais on entend d'autres propos. J'ai entendu un chroniqueur qui regrettait qu'on puisse donner des prénoms non français à ses enfants. Éric Zemmour, voilà, qui sera notre invité demain matin à votre place. Parce que écoutez, vous ne le saluerez pas de ma part. Il faut, parce que ce genre de propos est tout aussi plus insidieux et tout aussi scandaleux. Plus insidieux? Pourquoi? Il y a une hiérarchie, il y a une valeur entre les deux? Parce que on dit, quand on dit que on ne devrait tous avoir des prénoms français, catholiques, je ne sais pas, eh bien c'est insidieux, c'est-à-dire que sans le dire, on montre du doigt ceux qui ne sont pas dans la norme. Mais quelle norme? Alors son argument, c'est de dire qu'à une époque, il y a 50, 60 ans, on donnait aux enfants des prénoms du pays d'accueil pour montrer qu'on s'assimilait. Oui. Écoutez, c'était pas sur cette chaîne. Je vous conseille d'écouter une chronique de François Morel vendredi dernier sur France Inter. Qui résume. Il n'y a pas besoin de commentaire. Et le vôtre, votre commentaire à vous? Écoutez cette chronique. Écoutez cette chronique, elle est fantastique. Morel, enfin, il est formidable, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous dites sur cet argument de l'assimilation versus intégration? Je n'aime pas trop parler de ma vie privée. Mon fils s'appelle Pablo Martinez. Je suis assez fier de ça. D'accord, très bien, merci. La réforme de l'assurance chômage, on va parler évidemment du pouvoir d'achat des Français. La réforme de l'assurance chômage, vous êtes l'homme qui vaut 3 milliards. C'est ce que dit en tout cas la ministre du Travail. C'est une nouvelle série, non? Muriel Pénicaud, elle vous dit, trouvez-moi 3 milliards, monsieur Martinez. Le gouvernement veut faire des économies sur tout. Et donc, le principe de cette réforme, c'est pas d'améliorer le sort de ceux qui n'ont pas de boulot et de leur trouver du boulot, ou de mieux les indemniser en attendant qu'ils trouvent du boulot, c'est de faire des économies sur leur dos. Et c'est valable pour tout le monde. On fait des économies sur le dos des retraités, on fait des économies sur le dos des étudiants, on fait des économies sur la santé. La réforme budgétaire, la réforme du chômage, tout est financier. C'est pas pour que les chômeurs retrouvent du travail. Évidemment que non. Toutes ces réformes, il faut économiser de l'argent. Mais pas économiser de l'argent sur ceux qui en ont beaucoup, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est ceux qui n'ont presque rien ou rien du tout. Et donc c'est toujours cette démarche de considérer que quand on a un petit peu, on est un privilégié. On se félicite, enfin certains se félicitent de l'équilibre de la sécurité sociale, comme si c'était une entreprise. C'est la première fois depuis très longtemps. Non, mais comme si c'était une entreprise. C'est quand même mieux que ce soit pas nos enfants qui payent nos dettes de sécurité sociale. C'est bien si on peut plus soigner? Non, mais c'est bien parce que c'est ça. C'est pas bien qu'elle soit à l'équilibre la sécurité sociale. Il faut augmenter les recettes. Il faut pas dire on va moins soigner, on rembourse moins de médicaments. Vous êtes allé à l'hôpital ces derniers jours? Allez discuter avec le personnel de santé. Moi, j'ai croisé du personnel qui sont obligés de se cotiser pour acheter leur matériel, Donc vous dites que si on est en équilibre, c'est parce qu'on soigne moins bien? Oui, on fait des économies sur ceux qui sont malades, sur les anciens, sur ceux qui ont des traitements à prendre. Oui, il faut augmenter les recettes. Et pour augmenter les recettes, il faut payer des cotisations sociales. On en revient à ce que je vous disais. Le salaire, c'est important parce que le salaire, c'est ce que vous touchez à la fin du mois, mais c'est aussi ce que vous cotisez pour en profiter tout au long de votre vie. C'est lié au chômage parce que moins de chômeurs, ça fera plus de cotisations. Hein. D'accord. Moins de chômage, moins de chômeurs, mais si les salariés ne payent plus leurs cotisations, et surtout
les entreprises, eh ben, ça fait moins d'argent pour la sécurité sociale. Vous voyez. Alors, Muriel Pénicaud, elle vous dit il faut 3 milliards d'euros dans les caisses de Pôle emploi, de l'assurance chômage. Elle vous dit, par exemple, on peut taxer les emplois, les contrats précaires. Elle n'a pas dit ça. Elle dit c'est une possibilité. Elle dit regardez ça ensemble avec le patronat. Justement, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit dans la lettre de cadrage du gouvernement. Elle vous laisse le soin de gérer ça avec le MEDEF. Et une lettre, vous savez, la lettre de cadrage, c'est notre devoir. D'ailleurs, c'est une conception de la négociation un peu particulière. C'est-à-dire, vous négociez, mais à l'arrivée, je veux voir ça et ça. Ça, c'est nouveau. À l'arrivée, je veux voir 3 milliards. Et notamment 3 milliards en moins. Nous, ce qu'on veut, c'est que tous les privés d'emploi, dans leur période de chômage, puissent être indemnisés. Je pense aux jeunes, par exemple. La dégressivité, par exemple. Mais non, pourquoi Pour économiser de l'argent. Mais et elle dit pour inciter les gens à retrouver un emploi, à chercher un emploi. Quand on dit ça, c'est... Et je ne dis pas ce que vous le dites. Je prends son argument. Exactement, j'avais bien compris. Quand on dit ça, c'est laisser penser que les chômeurs sont des privilégiés. En gros, ils sont payés à rien faire. C'est comme la petite phrase, vous savez, du Premier ministre qui considère à comparer que les indemnités journalières pour maladie correspondaient à des journées de congé. Vous voyez ? C'est exactement la même chose. On est toujours dans la division et ça, c'est insupportable. Le plafonnement des indemnités pour les cadres au chômage ? Possibilité ? Pourquoi ? La règle doit être la même. Par contre, on peut déplafonner les cotisations, le taux de cotisation, parce que vous savez qu'au-dessus de 15 000 euros, les cotisations sociales sont plafonnées. Ça, on peut le déplafonner. Mais on touche déjà des dirigeants d'entreprise. 15 000 euros, c'est beaucoup. Ça ferait rentrer, je crois, plus de 650 à 700 millions d'euros dans les caisses. Vous voyez, ça, voilà. Là, on peut trouver de l'argent. Les retraités, qui sont les principales victimes, j'ai envie de dire, de la hausse de la CSG et du quasi-gel de leur pension en 2019 et 2020, 0,3% d'augmentation. Le geste du gouvernement dans le budget 2019, 300 000 foyers de retraités qui seront exemptés. Ouais, ils leur ont pris 10 euros et ils en rendent 5. Total, ils ont gagné ou ils ont perdu ? Non, ils ont perdu. Ils ont perdu 5 euros. C'est une image. Mais là aussi, considérer que les retraités sont des privilégiés parce qu'ils ont travaillé toute leur vie et qu'aujourd'hui, ils touchent une pension souvent petite. Je pense aux femmes notamment, dont beaucoup ont une carrière compliquée avec les temps partiels, etc. Ils ne sont pas touchés par la hausse de la CSG. En général, c'est carrières courtes et... Oui, mais vous arriveriez à vivre avec 700 ou 800 euros. Non, mais c'est ça la réalité. Le gouvernement va vous dire la hausse de la CSG ne les concerne pas, elles. Vous arriveriez à vivre avec 14 000 euros. Vous arriveriez à vivre avec 700 ou 800 euros par mois. Non. Donc il faut bien augmenter les pensions, vous voyez ? Et le gouvernement va vous dire on a augmenté justement le minimum vieillesse. Et moi, je pars de la réalité des gens. Voilà. Vous avez des témoignages de retraités. C'est vrai. Il y en a beaucoup, des retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a trouvé une expression dans notre pays, travailleur pauvre. C'est-à-dire qu'on travaille et on est pauvre, on dort dans sa voiture. Vous trouvez ça admissible ? Moi, non. Et à la CGT, on trouve ça inadmissible. Donc, il faut augmenter les salaires, les pensions. Quand on travaille, quand on a travaillé toute sa vie, on a droit à de la dignité. Autre sujet, la réduction du nombre de fonctionnaires. C'est une promesse de campagne, à la 50 000 pour l'État. Il va lentement, le gouvernement, 1 600 cette année, 4 500 l'an prochain. C'est un bon rythme. Oui, c'est sûrement que les mobilisations permettent qu'ils aillent moins vite. Mais c'est pas ça le problème. Repartons à l'hôpital. C'est inadmissible comment sont traités, évidemment, les personnels de santé, mais ceux qui sont patients à l'hôpital. On a beaucoup parlé des EHPAD aussi. Donc il faut embaucher. Nous, la CGT, on considère qu'il manque 200 à 300 000 emplois dans la santé et dans l'action sociale. Voilà des gisements d'emplois pour un gouvernement qui veut lutter contre le chômage. Il faut toujours partir des réalités. Quand on dit à des infirmières, pas plus de 5 minutes par patient, comment on peut dire ça ? Alors, autre sujet, les fonctionnaires locaux. Le Figaro révèle ce matin que dans la prochaine loi sur la fonction publique, il y aura l'obligation pour les collectivités locales de renégocier les accords sur le temps de travail parce que dans beaucoup de collectivités, ils ne sont pas aux 35 heures, ils sont en dessous. Est-ce que vous dites quand même que tous les fonctionnaires doivent travailler au moins 35 heures ? Nous, on dit que tous les travailleurs devraient travailler 32 heures. Vous voyez ? C'est une proposition de la CGT parce que si on veut que tout le monde ait du travail, il faut qu'il y en ait qui travaillent moins. Donc moi, et à la CGT, on propose une réduction du temps de travail pour tout le monde. Donc ceux qui sont déjà à 32 heures, qu'ils le restent,
et puis ceux qui n'y sont pas encore, qu'on les passe à 32 heures. Vous avez vu, il y a eu déjà des collectivités qui se sont saisies du dossier. Il y a eu des mobilisations à Marseille, par exemple. Et oui, parce que ça veut dire quoi? Ils travaillent, les gens. Ils travaillent. Il y a souvent des travaux pénibles. Ça veut dire quoi, ça? Que ça serait des feignants, ceux qui sont à 32 heures? Que les fonctionnaires sont des feignants? Mais on est toujours sur la division et à montrer du doigt ceux qui n'ont pas grand-chose. Ça, c'est absolument insupportable. Donc, je vous le répète. Alors, je vais faire l'avocat du diable. Le gouvernement vous le faites bien, d'ailleurs. Le gouvernement dit ça permettra de réduire de 32 000 le nombre d'emplois de fonctionnaires locaux et donc, à terme, de baisser les impôts parce que les fonctionnaires, c'est nous qui les payons. Mais c'est bien les impôts. C'est bien les impôts. Ça permet de construire des hôpitaux, ça permet de construire des écoles, d'entretenir les routes. Il y en a besoin, je crois. Vous voyez ? Mais il faut que ça soit en lien avec son salaire. Donc il vaut mieux augmenter les salaires, on paye des impôts et on a un pays qui permet l'égalité de traitement, qu'on habite dans une zone rurale, dans une banlieue ou en centre-ville, vous voyez ? Ça sera le mot de la fin, c'est bien les impôts. Ça pourrait même être un débat pour Roselyne Bachelot que vous retrouverez dans 10 minutes, mais pour l'instant c'est Pascal de la Tour du Pin.